Donc, le chef de la France combattante n'est pas le général de Gaulle, c'est l'amiral Darlan. Et si la France est aux côtés des puissances vainqueurs à la fin de la guerre, c'est parce que l'armée française s'est battue, et c'est Darlan qui l'a renvoyé. Donc si De Gaulle n'avait pas existé, il y aurait eu Darlan pour être à la tête de la France combattante. De Gaulle n'a rien à voir, donc je vous disais, avec le mouvement de résistance. Enfin, il n'en a initié aucun. Et il n'a pas initié non plus le débarquement en Afrique du Nord, ce qu'il a très mal pris. Je précise. Oui, parce qu'il n'est pas au courant, il paraît qu'il est furieux. Ah, il est furieux. Parce il a dit j'espère que Vichy va les foutre à l'eau. Ouais, voilà. Et Monsieur Lemaigre Dubreuil, qui fait partie des 5, a écrit ce livre Vicissitude d'une victoire, sous le pseudo de Crusoe à l'époque, parce que c'était un petit peu risqué de tacler De Gaulle à l'époque, là, c'était un peu tendu. Il raconte que De Gaulle, il était hors jeu, quoi. Là. C'était hors sujet, quoi. Mais De Gaulle, il n'envoie pas un de ses représentants après l'opération Torche pour essayer de reprendre la main un peu sur ce qui se passe. Mais j'y arrive. Ah, voilà. Et là, on va voir que... Alors, je m'explique. Darlan est le dauphin du maréchal Pétain. Darlan se bat au nom de la Révolution nationale, de ce fameux ordre chrétien qui nous disait, qui s'oppose aux utopies matérialistes et païennes des pseudo-philosophies terriennes et fascistes. Darlan est le légataire de l'héritage spirituel de la France et des traditions françaises. Que va-t-il se passer? Le 24 décembre, il va être assassiné. Il est assassiné par un ancien membre de l'Action française. Un petit jeune. Un petit jeune manipulé. Il a 19 ans, je crois, c'est ça. Des idiots utiles comme on en voit de plus en plus en ce moment. Antifa, mais ouais, par exemple. Bonnier de la Chapelle. Voilà. Ils sont tirés au sort, hein, c'est ça. Alors oui, mais attention. Pour la petite anecdote. Mais pour qui bossait Bonnier de la Chapelle? Ça, c'est intéressant. Ouais. Bonnier de la Chapelle travaillait pour l'abbé Cordier, qui lui-même travaillait pour Henri d'Acier de la Vigerie, un des membres des 5. Mais pour qui travaillait Henri d'Acier de la Vigerie? Il travaillait pour le comte de Paris. Qui a organisé la mort de Darlan? Le comte de Paris, à son moment... Ce qu'il faut savoir, c'est que Darlan reprend le pouvoir au nom du maréchal Péché et il crée le Haut Commissariat, le Haut Commissariat de l'Afrique française, ou je sais pas quoi. Enfin, on va l'appeler ça le Haut Commissariat. Et il crée aussi un Conseil d'Empire. Ce que voudrait le comte de Paris, c'est de dire, bah écoutez, Darlan, figure controversée, donc moi je pourrais prendre sa place, comme ça je pourrais faire la réconciliation entre toutes les fractions de la résistance française. Ok. Le problème, c'est que Darlan, lui, pas d'accord, mais le comte de Paris, lui, veut reprendre le pouvoir pour peut-être éventuellement réinstaurer une monarchie. Le problème, c'est qu'il est indécis, puis il est encore jeune, donc il ne sait pas trop quoi faire. Mais le 19 décembre 1942, arrive de Londres François d'Astier de la Vigerie, le frère d'Henri et le frère de Emmanuel d'Astier de la Vigerie. Curieuse famille. Hein. Il rencontre le comte de Paris. Il noue un accord. L'accord est le suivant. Nous, gaullistes, nous assassinons Darlan. En contrepartie, vous prenez sa tête, vous prenez la tête du Haut-Commissariat, et vous faites un gouvernement Giraud de Gaulle, avec de Gaulle ministre d'État. Et de Gaulle et Giraud aux armées. Ça, c'est le deal de base. Donc Bonnier de la Chapelle va assassiner Darlan. Le problème, c'est que le Conseil d'Empire ne va pas élire à la tête du Haut-Commissariat le comte de Paris. Il va élire Giraud. Et en plus, les Américains ne voulaient pas de restauration de la monarchie sans que le peuple français l'ait validé démocratiquement. Et de toute façon, là, pour le coup, les Américains nous ont rendu à bon service, parce que les Orléans, je pense que c'est pire que la République de nos amours. C'est le mauvais plan, hein, c'est le mauvais plan, les Orléans. Donc voilà. Donc il y a une conspiration gaulo-monarchiste, qui n'a pas marché comme on l'espérait. De Gaulle monarchiste de base, hein, royaliste de base. Tout à fait, sauf que De Gaulle, De Gaulle était un patriote français, mais il y a quelque chose qu'il aimait plus que la France, c'était sa personne. Et De Gaulle, quand il faisait le mal, avait une conscience totale du mal qu'il faisait. Totale. C'est pour ça qu'il est coupable. Il n'y a pas de péché sans conscience du péché, mais De Gaulle avait conscience des péchés qu'il commettait. C'est pour ça que je l'en veux beaucoup. Donc Giraud arrive à la tête du Haut-Commissariat. Et à ce moment-là, au titre des... les accords Giraud-Murphy rentrent en jeu. Mais alors là, De Gaulle est emmerdé, il dit merde, je me suis débarrassé de Darlan et maintenant il y a Giraud à la tête du Haut-Commissariat. Zut.
Que faire? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc Giraud, à ce moment-là, s'entend pas trop mal avec les Américains. Et qu'au mois de janvier, du 14 janvier 1943, sont signés avec Roosevelt les accords d'Anfa. Au titre de ces accords d'Anfa, la France a appelé officiellement les États-Unis pour venir l'aider. On s'engage à rétablir l'intégrité du territoire français. Bon, Giraud n'est plus le défenseur de la cause alliée, vous savez, le commandant suprême interallié, mais bon. Mais la France est alliée des États-Unis, et Giraud officiellement, et je cite, je crois qu'il il a un droit, il y a le devoir et le droit de défendre les intérêts de la France. Donc Giraud est le représentant officiel des intérêts de la France. Donc ça, c'est les accords d'Anfa. Donc ça consacre l'autorité de Giraud. Et là, De Gaulle et Churchill sont emmerdés. Ils sont emmerdés, puisque là, De Gaulle est complètement marginalisé. Que va-t-il se passer? Churchill va mettre la pression sur les Américains pour changer les accords d'Anfa. Et ça, c'est monsieur Lemaigre-Dubreuil, qui nous l'explique très bien dans ce bouquin-là, et aussi Kenneth Pindar dans Le dilemme France-États-Unis nous l'explique très bien. Donc, Churchill va mettre la pression pour changer les accords d'Anfa, et De Gaulle, Giraud ne sera plus le défenseur des intérêts de la France, mais il ne sera plus que le gérant des intérêts de la France en Afrique du Nord. Ça change absolument tout. Et ça change le fait que la France, à ce moment-là, perd l'autorité. Comment vous dire? La France va être exclue des réunions interalliées, puisqu'elle n'a plus de représentant officiel pour défendre ses intérêts. Donc si nous avons été exclus de 43-45 des conférences de Téhéran, Potsdam, etc., c'est à cause de Gaulle et Churchill. D'accord. Alors parce qu'on nous a toujours dit, c'est parce que Roosevelt, il n'aimait pas De Gaulle, et qu'il disait, bon bah de ce Français-là, les Français ne méritent pas d'être à notre table. C'est parce que le siège qui avait été fait pour Giraud, et donc pour la France, a été détruit par Churchill et par De Gaulle. De Gaulle aime la France, il l'a défendue, mais avant de défendre la France, il défendait De Gaulle. Et pour défendre De Gaulle, il fallait rabaisser la France, et il a accepté le rabaissement de la France. Donc si la France a été absente des réunions interalliées, c'est parce que De Gaulle a saboté les accords d'Anfa. Et les Américains étaient ravis. Ils étaient ravis. Puisque on vous donne une part du gâteau, vous la refusez. Oui, c'est un peu ça. Pas de problème, les Américains. On va en reprendre. Ouais. Bah bien sûr. Donc voilà, donc Giraud d'ailleurs, qui a été très naïf, a validé ça. Il n'a pas compris la portée de son acte quand il a validé cette modification des accords d'Anfa. Mais le sabordage des accords d'Anfa, c'est absolument capital pour comprendre le rôle nocif joué par De Gaulle, pour comprendre que De Gaulle a rabaissé les intérêts de la France en 1943 en l'empêchant de figurer aux côtés des Alliés dans les réunions interalliées. Louis Rougier, ce fameux Louis Rougier qui a fait les accords avec Churchill dans La France jacobine, explique très bien aussi la façon dont les accords d'Anfa ont été sabotés. Je précise aussi que les accords d'Anfa prévoyait le réarmement de la France, des armées françaises. De Gaulle, plus tard, n'a jamais, entre guillemets, réactivé ces accords. Il n'a pas voulu refaire l'armée française, parce qu'il pensait que l'armée française serait un rival pour son accession, pour son accession au pouvoir. Ça se paye dans l'au-delà, ça, je pense. Donc ensuite, nous sommes au mois de février 1943. Un conseiller de Giraud va lui conseiller, pardon pour la répétition, de se rallier à la thèse gaulliste. Et Giraud va rompre avec Vichy à ce moment-là, en mars 1943, par une déclaration dans laquelle il dit que le peuple français n'est plus libre depuis le 23 juin 1940, etc. Et De Gaulle, je cite, dit que Giraud a fait un progrès dans sa doctrine. Je ne vous dis pas encore le nom de ce conseiller, parce qu'on va le revoir plus tard. Giraud est un peu naïf, mais c'est un homme de bonne foi, et il va essayer de se rallier à De Gaulle. Et donc, Giraud et De Gaulle vont trouver un accord pour former le Comité français de libération nationale, dans lequel il y aurait 3 voix pour Giraud, 3 voix pour De Gaulle. Donc c'est Giraud, son fameux conseiller, plus une autre personne, et c'est De Gaulle plus 2 autres personnes, 3 contre 3. Nous sommes au mois de juin 1943. Première réunion du Comité de libération nationale. De Gaulle s'énerve. Il dit c'est scandaleux, je veux qu'un tel, j'ai oublié son nom, est-ce que je l'ai il dit que je veux qu'un tel, qui est un de mes hommes, intègre le Comité de libération nationale, qui lui permettrait d'avoir la majorité. Giraud dit ah non mais attendez, on s'est mis d'accord, ça fait des mois qu'on négocie, qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, qu'on a la risée du monde parce qu'on se fait la guerre entre nous alors qu'on est censé être ensemble.
non, c'est pas possible. Donc on va mettre cette décision au vote. 3 contre 3, normalement, on doit s'annuler. Seulement, le fameux conseiller de Giraud va voter en faveur de l'entrée du gaulliste supplémentaire. Giraud va être trahi par un de ses conseillers. Est-ce que je suis clair là ? Ouais. Et donc, le conseil va rentrer, et De Gaulle, à ce moment-là, va prendre la majorité, et il va devenir le chef de la France combattante. Qui est cette personne qui a trahi Giraud pour De Gaulle, en votant pour De Gaulle? Qui est cette personne? Tu la connais, hein? Ah, c'est quelqu'un qu'on revoit après. Tu la connais. C'est quelqu'un qu'on revoit après, c'est le moins qu'on puisse dire. Méga quiz. Qui est la personne qui a permis à De Gaulle, qui a trahi Giraud, et qui lui a permis de prendre la majorité au Comité de Libération Nationale? C'est pas Chaban-Delmas. Pas du tout. C'est un des plus grands traîtres de l'histoire de France. Un des plus grands traîtres de l'histoire de France. Un apatride. Ah, apatride. Jean Monnet. Jean Monnet. C'est Jean Monnet. Charles de Gaulle doit sa carrière, entre guillemets, à Jean Monnet. C'est grâce à la trahison de Jean Monnet que De Gaulle prend le pouvoir, prend la majorité des voix au Comité de Libération. Et De Gaulle, petit à petit, va pouvoir marginaliser Giraud. Mais il fait pas... Alors, s'il fait ça avec Jean Monnet, c'est pas pour faire un deal pour après la guerre, se dire avec les Américains, parce qu'il était question de faire un gouvernement provisoire avec Jean Monnet après la guerre, et que Jean Monnet devait être même président du Conseil ou quelque chose comme ça. Alors ça, je n'étais pas au courant que Monnet devait être président du Conseil. En tout cas... Enfin, qu'il avait un plan B avec les Américains. En tout cas, Monnet... ça confirme. Monnet... Enfin, De Gaulle le tout à Monnet, hein. Ça c'est clair et net. Hein. C'est grâce à Jean Monnet que De Gaulle a pu marginaliser Giraud. Par la suite, en novembre 1943, De Gaulle dit à Giraud, vous êtes le chef militaire. Alors j'oubliais, pardon. Pendant toute cette année 1943, on n'en parle jamais, il y a la campagne de Tunisie, pendant laquelle l'armée française combat donc aux côtés des alliés, l'armée de Rommel. Et l'armée française va laver en partie, la front en partie seulement, de 1940. Et cette armée, je le répète, hein, je matraque, faite par Weygand à la demande de Pétain, relancée dans la guerre par l'amiral Darlan, avec l'approbation par télégramme secret, sur idée de l'amiral Offand, par le maréchal Pétain. Voilà. Donc Giraud, qui est à la tête de cette armée, va être marginalisé progressivement. De Gaulle va lui demander de quitter le comité de libération, parce qu'on ne peut pas soi-disant officiellement être à la fois civil et militaire. Non, c'est lui, ça ne l'a pas dérangé pour son cas. Oui. Enfin, on peut pas à la fois avoir le pouvoir, pardon, on peut pas avoir le pouvoir politique et militaire à la fois, donc vous partez. Et ensuite, en avril 1944, il destitue Giraud, en lui disant « je vous donne tel autre poste », un poste complètement bidon, mais il le retire du commandement suprême de l'armée. Pourquoi? Parce que De Gaulle ne veut pas qu'au débarquement, il y ait une figure capable de rivaliser avec lui. Parce que, bien évidemment, dans une telle situation, le Giraud aurait acquis un prestige énorme. L'armée française qui débarque le 6 juin, ça rouille la gueule quand même. Hein. Et De Gaulle, qui n'est pas une contradiction près, il dit bon bah puisque c'est plus vous le chef de l'armée, eh ben c'est moi. C'est moi. Eh ben, oui, c'est beau la vie. Hein. C'est beau la vie. Hein. Et à peu près un mois avant le débarquement, le comité de libération va se muter en gouvernement provisoire, sachant que De Gaulle s'était engagé à respecter ce qu'on appelait la loi, je crois, Tréveninck, en vertu de laquelle, en fait, si vous voulez, enfin si tu veux, ensuite toi, les conseils municipaux, en fait, devaient élire des individus, une assemblée qui elle-même élirait des individus pour le gouvernement provisoire. De Gaulle avait dit, je respecterai cette loi qui était votée sous la Troisième République, ça. En fait, tu parles, il la met à la poubelle, le gouvernement, c'est moi. Et il faut attendre le mois d'août 1944, pour que, le 23 août 1944, pour que ce gouvernement soit reconnu comme le gouvernement de la France. Et pourquoi il est reconnu? Parce qu'à ce moment-là, Pétain et Laval ont été enlevés par les Allemands, et qu'il y a un vide légal. Et là, j'aimerais raconter une chose que les gens ne savent peu, c'est que Laval avait récupéré le président de l'Assemblée nationale, Herriot, pour faire un gouvernement Laval-Herriot, à l'arrivée des Américains. Le problème, c'est que la Gestapo était contre, et donc ils ont été dénoncés à la Gestapo par deux personnes, Marcel Déat et De Brinon. Et donc à cause de ça, il y a eu un vide légal, et Vichy a disparu parce qu'il y avait un vide légal, et De Gaulle s'est engouffré dans ce vide. Et dans ce vide, en fait, il y a eu une course entre De Gaulle et les communistes pour savoir qui arriverait à s'imposer, et c'est De Gaulle qui a gagné cette course. Néanmoins, il était resté les mains dans la main
avec les communistes. J'aimerais vous lire, pardon, j'ai oublié de vous la lire, une lettre, faut que je retrouve le truc, une lettre de Ribbentrop à Pétain. Une lettre parce qu'en fait, si vous voulez, De Gaulle, le 3 novembre 1943, va créer une assemblée consultative. En gros, c'est vraiment mimer un parlementarisme. Alors qu'en fait, les membres de cette assemblée n'ont bien évidemment pas été élus, ils sont simplement nommés. Donc c'est vraiment pour mimer le truc, quoi. Et Pétain, pour entre guillemets contrer ça et assurer sa légitimité, va tenter un nouveau entre guillemets 13 décembre. Il va tenter d'éjecter Laval et il va faire un acte constitutionnel dans lequel il est dit que s'il venait à mourir, le pouvoir constituant reviendrait à l'Assemblée nationale. Et donc les Allemands considèrent que c'est une façon de restaurer l'Assemblée. Et voici la lettre que Ribbentrop écrit à Pétain. Enfin, un extrait. Si l'on jette un regard sur les 3 dernières années des rapports franco-allemands, il reste incontestable que les mesures que vous avez prises en votre qualité de chef de l'État ont eu malheureusement trop souvent le résultat de rendre plus difficile la collaboration, qui pourtant était poursuivie par le gouvernement français. Cette lutte constante contre tout travail positif a eu pour conséquence de rendre impossible par votre résistance permanente la nomination aux postes les plus importants du gouvernement français et de l'administration des hommes dont l'attitude loyale aurait assuré l'exécution d'une politique raisonnable de consolidation intérieure de la France. Pour toutes ces raisons, vous ne serez pas surpris, monsieur le maréchal, si le gouvernement du Reich observe votre activité avec une réserve toujours croissante. C'est-à-dire qu'en fait, les nazis sont en train de dire vous êtes trop résistants, ça fait 3 ans que vous nous faites chier parce que vous avez tout fait pour nous savonner la planche. C'est bien résumé. C'est bien résumé. Je précise qu'après cette crise, les Allemands ont imposé un remaniement au gouvernement et que là, ils ont imposé l'entrée de purs collabos au gouvernement, comme par exemple, comment s'appelle-t-il Henriot et Darnan. C'est vrai que le cas Darnan est compliqué parce que Darnan a failli rentrer dans la résistance. Et oui, mais voilà. Il y a plein de trucs dont j'ai pas pu parler ce soir. J'ai pas pu parler du service du travail obligatoire, j'ai pas pu parler du cas Laval, j'ai pas pu parler de la milice. Il y a plein de trucs, il y a tellement à dire. Mais voilà, donc... Et donc De Gaulle, parce qu'en fait finalement, c'est ce que tu es en train pour arriver, parce que je comprends que ça veut dire qu'en fait il a fait un coup d'état quelque part, c'est ça, il a fait un coup d'état. Il a fait un coup d'état et en plus il s'accapare des lauriers qui ne sont pas à lui finalement. Exactement. Il reprend le commandement d'une armée qu'il n'a pas créée. En fait la résistance a été initiée par un Pétain et en fait on a De Gaulle qui arrive qui ramasse les marrons du feu. Initiée par Pétain, non. Disons que Pétain a soutenu. Voilà, il a soutenu la résistance, mais De Gaulle n'a initié aucun grand mouvement. Pétain a soutenu certains mouvements de résistance, il en a combattu d'autres, il faut le dire, qui n'avaient de résistants que le nom. Pétain avait une diplomatie de combat contre l'Axe qui a permis de jeter l'Axe contre la Russie. Pétain a remis en place une armée capable de combattre contre les Boches, qui est repartie au combat. Je ne cesse de me répéter, mais ça fait... Non, mais il faut marteler pour que ça arrive dans le crâne des gens. Voilà, donc De Gaulle, en fait, effectivement, est un pur usurpateur. Et je n'ai pas rapporté là le livre de Henri de Kérillis qui s'appelle De Gaulle dictateur, mais il a une citation où il résume parfaitement la situation. Sachant que Kérillis a déchanté sur les cas de De Gaulle alors qu'il était initialement gaulliste. Pourquoi ? Parce qu'en 1943, quand l'armée française repart au combat, Kérillis se dit De Gaulle, il est général, donc il va demander un commandement, et il va aller se battre. De Gaulle ne l'a jamais fait. De Gaulle n'a joué aucun rôle militaire. C'est un politique en fait. C'est un politique. C'était un politique déguisé en militaire. D'ailleurs, De Gaulle n'aimait pas l'armée, en vérité. Il a épuré autant qu'il l'a pu. Et si l'on en croit Henri de Kérillis, il a envoyé l'armée française en Italie, combattre en Italie en 1943, pour la réduire, en termes de vie humaine. Puisque concrètement, il y en a qui vont se faire buter, donc moi j'aurais moins de concurrents. J'espère qu'Henri de Kérillis se trompe, parce que sinon je me fais du souci pour le salut de l'âme du général de Gaulle. Mais le principal crime du général de Gaulle, j'en ai pas encore parlé. En 1944, il arrive à être le maître de la France. Il aurait pu à ce moment-là s'entendre avec Pétain. Pétain avait envoyé le fameux amiral Offand lui proposer une transmission des pouvoirs. Donc en gros, Pétain m'a délégué sa légitimité et moi, amiral Offand, je vous la rends. De Gaulle refuse. Et De Gaulle donc, aurait pu à ce moment-là reprendre le flambeau de la Révolution nationale, il aurait pu reprendre le flambeau de l'héritage culturel et spirituel de la France, qui revenait sur la Révolution française, parce que Pétain voulait faire une république anti-jacobine, il voulait faire une république corporative et familiale. J'ai pas le temps de développer, c'est dommage. Une fois peut-être. Ah ouais. De Gaulle aurait pu valider ça, mais qu'est-ce qu'il choisit ?
il choisit les cocos. Il choisit l'anti-France, il choisit la gauche. La droite s'est faite liquider en 1944. Pourquoi? Que s'est-il passé en 1944? Les Américains arrivent en juin. Il s'est passé un truc dont on ne parle jamais. L'épuration. Après, justement, l'épuration. De Gaulle laisse faire les cocos, il laisse faire la fameuse épuration, qui se traduit en gros entre 40 et 100 000 morts. 40 et 100 000 morts, ça c'est l'épuration sauvage. C'est pas des collabos qui sont fait buter pendant l'épuration, bien sûr, on a pu en trouver. Il y a la vengeance aussi, c'est quoi alors? On a voulu liquider une classe sociale, on a voulu liquider les notables de droite. Les communistes voulaient faire une révolution sociale et politique. Donc ils en ont profité pour liquider la vraie droite. Je parle pas de Juppé, je parle pas de Sarko, l'américain. Je parle de la vraie droite, la droite Léon Daudet, Chateaubriand, et j'en passe. Bref. Donc les communistes ont fait cette épuration. À peu près 1 million de personnes mises en prison. L'épuration légale condamne 10 000 personnes à mort. Et il y a eu, ce qui est très intéressant, c'est qu'à cette époque, on a inventé le concept d'indignité nationale, qui en gros vous empêchait de bosser et compagnie. La diabolisation d'aujourd'hui, l'ostracisme social par diabolisation, c'est la fille de l'indignité nationale. Cette saloperie de diabolisation inventée par la gauche, c'est la fille de l'indignité nationale. Donc De Gaulle avait le choix entre la France et l'anti-France. De Gaulle avait le choix entre l'héritage spirituel de la France et la République des Lumières, de la gauche, des cocos. Il a choisi la République des Lumières pour asseoir sa légitimité. C'est un crime contre la France, et si la France s'est ralliée au mondialisme plusieurs décennies plus tard, c'est à cause de cela. Et ça, c'est De Gaulle a fait perdre un siècle à la France. Parce que la situation dans laquelle on est là, on va s'en sortir parce que l'instinct de survie nous y poussera. Mais De Gaulle a rétabli les Lumières que Pétain avait éteints. Pétain les avait mis à l'amende, il avait mis l'amende de la franc-maçonnerie d'ailleurs, cette parenthèse. Oui, c'est vrai. Ce que c'est sympatoche. Et De Gaulle avait le choix donc entre ça et la barbarie communiste, et il a choisi ça. On me dit, je ne suis pas d'accord avec Adrien Abosi, De Gaulle était un spécialiste de l'armée de terre en stratégie par les tanks. Non, ça c'est... Alors, parce que ça c'est le grand mythe qu'il aurait que Hitler se sera inspiré du livre de Gaulle. Bien sûr, parce qu'il parlerait d'une guerre mécanisée. Non, c'est parce que De Gaulle a fait un truc sur un livre qui s'appelle L'armée de métier, mais c'est que De Gaulle a eu quelques commandes. Il a eu une très très belle division pendant la guerre, et on a raconté que c'était le seul général qui avait eu une victoire. Enfin, c'est pas vrai. Non, mais ça c'est ce qu'on appelle une idée reçue, cher monsieur, et il faut aller vérifier. Quand on a une affirmation, là je fais mon avocat, Moi, vous savez, quand la partie adverse m'oppose un argument, je vérifie quoi. Je vérifie si ce qu'il dit est vrai. Vérifiez. Et tout ce que j'ai dit moi, ce soir, vérifiez-le. Vérifiez-le. Voilà, parce que ça c'est un lieu commun, c'est vrai que nous aussi on a appris à l'histoire que dans l'histoire que De Gaulle a écrit ce livre dans les années 20 où il critiquerait l'état de l'armée, il critiquerait l'état de l'armée française, il préconiserait une armée mécanisée, etc. et que Hitler aurait suivi ces conseils-là. Ça c'est un peu la légende quand même, maintenant je m'aperçois avec le temps. L'Amérique a été découverte en 1935. On me dit, voilà, De Gaulle, inventeur du Blitzkrieg, en fait, oui, c'est... N'importe quoi. De Gaulle n'a pas inventé des stratégies militaires à ce point. Non. D'accord. Voilà. Il y en a d'autres qui disent au contraire on y voit un peu plus clair. Merci Adrien Abosi. Pourquoi la Vichy a livré la Tunisie à l'Allemagne? Elle n'a pas livré la Tunisie à l'Allemagne. C'est plus compliqué que ça. C'est qu'en fait, la Tunisie était tenue par l'amiral Esteva, en fait, et il y a eu des quiproquos avec la fameuse histoire de Noguès qui était nommé, rappelle-toi. Et Noguès n'a pas eu le temps, en fait, si vous voulez. En fait, c'est que l'Axe s'est rué trop rapidement sur la Tunisie. Et Esteva n'a pas eu le temps de se rallier à Darlan. Voilà. C'est très compliqué l'histoire de la Tunisie. D'accord. Attends, je regarde un petit peu, parce qu'il y a des questions comme ça, on va passer peut-être 10 minutes à répondre aux questions, un petit quart d'heure, on avait dit. Je plaide demain. Voilà, bon, on me dit... je me pose une question fondamentale. Est-ce que vraiment De Gaulle a préservé notre souveraineté en protégeant notre or? Parce que tu sais, après, on sait qu'il a protégé l'or, non? C'est faux tout ça? Alors, non, mais attendez, ça c'est autre chose. Moi, je parle qu'il était président. Je parle du De Gaulle 40-44, l'or de France, si je dis pas de bêtises, mais ça a vérifié, je suis pas sûr de moi 100%. Je crois qu'on l'avait envoyé aux Antilles, mais je suis pas sûr. Là, je suis pas sûr. D'accord. Mais que De Gaulle ait pu rendre des services après, c'est très bien. Mais De Gaulle a combattu contre les conséquences du mondialisme. Mais il a rétabli la cause du mondialisme qui est la lumière. L'héritage spirituel de la France est incompatible avec le mondialisme.
Et si la France, les élites françaises se sont données au mondialisme dans les décennies qui suivent, c'est parce que De Gaulle a rétabli les Lumières en 1944. C'est un crime contre l'âme de la France, et De Gaulle le savait très bien. Et il l'a fait pour sa propre gloire, c'est ça. Oui, bien sûr. Ouais. Devant, en fait, il a fait passer l'intérêt national derrière. Ah oui, c'est quand même dur pour une icône de... C'est quand même dur. Attendez, je vais voir si je retrouve j'ai oublié de vous citer. D'ailleurs, juste petite question pour raconter. De Gaulle n'était pas général non plus, semble-t-il. En fait, il était nommé général à titre temporaire. Et comme il refusait de revenir, il y a eu un échange de télégrammes entre le ministre de la Guerre de l'époque, Colson, et De Gaulle entre le 18 et le 21 juin, et comme il refusait de revenir, mais enfin, il dit qu'il va revenir le 21 juin par télégramme, et comme il a refusé de le faire, et bien le président de la République, dans un document contresigné par le président de la République, il a été remis colonel, quoi. J'aimerais vous faire une dernière citation. Ouais. Une citation de René Rionnier dans son livre Réquisitoire contre le mensonge, un livre anti-gaulliste absolument génial, qui parle aussi beaucoup des questions algériennes. Il nous est arrivé de nous demander au cours de notre travail comment un être normal peut, sans avoir honte de lui-même, s'abaisser à mentir, à tromper, à trahir, à mystifier des hommes, français ou musulmans, qui de bonne foi se sont confiés et dévoués à lui. Nous n'avons pu formuler qu'une réponse, et ce n'est pas la lecture de son œuvre de jeunesse qui l'infirmera. Pour Charles de Gaulle, les hommes, les peuples, les vivants et les morts, les souffrances, le sol, le foyer, la légalité, l'illégalité, la fidélité, la fausseté, ne sont que des pions qu'il déplace sur l'échiquier où se joue sa propre grandeur et sa légende. Comme hanté par la réalisation de sa destinée, il reste indifférent à ce qu'il brise, à ce qu'il écrase, ainsi qu'aux moyens et aux alliés qu'il emploie. Le pouvoir qu'il assume n'est pas fait pour le bonheur des hommes, mais pour que se réalise l'idée qu'il a de lui. Le but d'Hitler était extérieur à lui-même, c'était la domination germanique. Le but de Lénine et de Staline l'était aussi. La domination du prolétariat s'apparente à bien des égards à celle d'une race élue. Mais le but de Gaulle a quelque chose d'hallucinant et de sordide. Tout se passe à l'intérieur de lui-même et n'a d'autre explication que lui-même. Chapeau. Oh, bah. Ça, c'est clair, au moins, voilà. Alors on me dit... est-ce que pour ces, est-ce que c'est pour ces faits de guerre que De Gaulle a gracié Pétain? Parce que c'est vrai qu'il le gracie quand même après. Non, il a gracié Pétain parce que Pétain avait 95 ans. 95 ans, faut voilà, dire. Hein, voilà. Il avait 95 ans. Donc c'était un vieux monsieur. C'est pas pour l'amour du Christ, hein. D'accord. Non. Est-ce qu'il existe un livre qui condenserait tous ces éléments où Monsieur Abosi prévoit de s'y atteler un jour? Dans mon prochain bouquin, j'en parle pas mal. Mais donc, Mon tour à Verdun diplomatique de Louis-Dominique Gérard, tuerie totale. L'appel de l'île-dieu de Louis-Dominique Gérard aussi. Alors celui-là, dans la catégorie Je me prends une tarte, le deuxième chapitre qui fait la contre-histoire du 18 juin, ça c'est du lourd. Je vous avoue que moi j'étais malade, je me rappelle quand je disais ça, j'étais dans mon lit, impossible de lâcher le livre. De Gaulle contre De Gaulle, de Louis Rougier, la couverture mythique, hein. Je sais pas si on la voit bien. Ouais, je veux bien la mettre devant la caméra. Alors, je fais mon libraire contre culture. Voilà. Histoire élémentaire de Vichy de l'amiral Lefant, pas mal du tout. Tous les bouquins de Louis Rougier et j'ai oublié de citer Jacques Izorni, l'avocat de Pétain. Il faut savoir que Izorni, pendant la guerre, défendait les communistes. Et à la Libération, il défendait les prétendus collabos ou véritables collabos. Voilà, donc c'était un avocat, il a fait un travail très sérieux sur Pétain. Les bouquins de Jacques Izorni sont vachement synthétisés, je les ai pas sous les mains là, c'est pas grave. Voilà, mais sinon l'homme à découvrir c'est Louis-Dominique Gérard. Ça vraiment, Gérard, d'accord. Ça a changé ma vie. Hein. Ça vraiment, dans la catégorie débranchage de la matrice, c'est lourd, hein, c'est du lourd. Les bouquins de Jean-Raymond Tournou sont pas mal aussi. C'est un résistant, c'est très facile à lire, il y a plein de citations. On peut lire donc Pétain et la France, et aussi il y en a un autre qui est pas mal, qui s'appelle Pétain et De Gaulle. Voilà. On me dit, alors aussi, je lis vos questions, chers amis. Est-il possible que la dissidence produise des documentaires de grande envergure, thème par thème, afin de rétablir la véritable connaissance? Oui, c'est quoi la dissidence? Voilà, il faudrait définir qui. Ouais, c'est quoi la dissidence? Si c'est Laurent Louis, bon, il y a peu de choses. J'ai rien compris, mais bon. On me dit, tu ne parles pas trop du Parti communiste. Bah, un petit peu quand même, tu as parlé de l'Alliance communiste. J'ai pas eu le temps de beaucoup en parler, c'est vrai, mais j'en parlais, ce sont des pourritures. La gauche, c'est l'anti-France, c'est l'anti-socialisme. On a vu De Gaulle, quand même, toute sa carrière faire quand même alliance avec les communistes de nombreuses fois. Mais est-ce qu'il y a quand même, à un moment donné,
il n'a pas un peu fait, on va dire, alliance avec les communistes pour sauver la France. Je pense, je me fais l'avocat du diable, je pense entre autres au vote contre l'armée européenne de défense qui fait échouer avec le vote communiste. Ouais, enfin bon, attends, on va être sérieux là. Alors, sincèrement, moi je m'en tape de la ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi Churchill a soutenu De Gaulle? Oui. C'est parce que les anglo-saxons voulaient deux choses de la France après la guerre. Un, qu'elle accepte de faire une fédération occidentale européenne pour faire contrepoids à la Russie, voire avec d'autres pensées mondialistes en ce qui concerne l'oligarchie anglo-saxonne, anglo-américaine, pardon. Et deuxième chose, elle voulait qu'il liquide l'empire colonial français, et en particulier le Sahara. Parce que le Sahara, c'était du pétrole. Et on ne voulait pas que la France ait ce turbo-nucléaire qui est le Sahara. Donc quand on me dit De Gaulle a sauvé notre or, franchement, donne-leur aux Américains, et on garde le Sahara. Hein. Sincèrement, le Sahara, ça rapporte à l'Algérie actuellement, alors que ça n'avait jamais été algérien, hein, ça rapporte des dizaines de milliards d'euros par an. En larguant le Sahara, De Gaulle a commis un crime contre les intérêts de la France. Mais là, on sort de notre période. Parce qu'il y a deux périodes, toi justement, tu penses que De Gaulle, on peut le diviser en deux périodes, c'est vraiment la période, je pense que De Gaulle a dû être torturé beaucoup par sa conscience. Ouais. Mais pourquoi il quitte le gouvernement provisoire? Parce qu'il n'est pas resté très longtemps finalement. Alors très intéressant, il quitte le gouvernement provisoire parce que le parlementarisme se remet en place malgré lui. Et en fait, De Gaulle avait, l'Assemblée de l'époque avait redonné un mandat à De Gaulle pour tant de mois. Il savait qu'à l'issue de ce mandat, il aurait plus les manettes et il voulait mettre en place, si tu veux, une république présidentialiste. Le problème, c'est qu'on a mis en place cette fameuse 4ème République et que les partis de gauche de l'époque n'étaient pas favorables à cette présidentialisation de la République. Et donc on était revenu... La 4ème République, c'est presque un copier-coller en termes d'institution de la 3ème, en vérité. Hein. C'est-à-dire gouvernement super instable, voilà. Et donc il n'y a pas de place pour un homme comme De Gaulle. De Gaulle l'a compris, et donc il est parti. Et c'est pour ça qu'il revient en 58, voilà. Finalement. Donc il y a 12 ans de traversée du désert. Et tu confirmes, donc quand il revient en 58, parce que ça... Il fait ce que les Américains lui demandent. Voilà, il revient avec l'appui américain, parce que les Américains veulent que la France conserve l'Algérie. C'est-à-dire que... Alors c'est quoi? Alors c'est plus compliqué, c'est pourquoi les Américains le sollicitent pour revenir, en fait. Pour liquider l'Algérie. Pour liquider l'Algérie? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Ah, c'est tout l'inverse. Mais tout le monde voulait liquider l'Algérie. Dans l'histoire, on nous a toujours dit, il vient parce que justement ils doivent conserver l'Algérie, qui fait un pied aux Américains parce que justement ils donnent... Non, les Américains étaient ravis. D'ailleurs, les États-Unis et le RSS, à l'époque, sont favorables parce que la France dégage du Sahara. Hein. D'accord. Ils étaient ravis. De Gaulle a fait ce que les Anglo-Saxons attendaient de lui. Après qu'il fasse un discours à Phnom Penh pour dénoncer la guerre, je m'en fous, c'est des mots. Ce sont des mots. Les intérêts de la France ne sont pas défendus par des mots, ils sont défendus par des actes. Mais ceci étant, De Gaulle a fait des choses positives aussi. Mais De Gaulle a lutté contre les conséquences d'une cause qu'il a rétablie. Je répète que le crime du général De Gaulle, c'est d'avoir rétabli la République des Lumières, qui est l'anti-France. J'ai pas le temps de développer. Et en plus, mon cerveau, il fonctionne moyennement à cette heure-là. Mais si De Gaulle a pu faire des choses bonnes lorsqu'il était président, je veux dire, je veux bien que vous distribuiez des pansements, mais il ne fallait pas déverser une épidémie. Je veux dire, voilà, De Gaulle a mis des rustines sur des jambes en bois, si vous voulez. Le crime qu'il a commis, c'est que nous pouvions revenir sur la Révolution française avec ce projet de république corporatiste et familiale que voulait faire Pétain. Cette république que j'appelle anti-jacobine. Pétain voulait rechristianiser la France. Je rappelle que Pétain voulait qu'on apprenne les devoirs envers Dieu à l'école. Hein. On voit où on en est aujourd'hui. Vous savez, beaucoup de gens critiquent mai 68, mais mai 68, c'est la conséquence de 1944. Mai 68, c'est la conséquence de l'épuration. La droite s'est faite liquider en 1944. Il y avait des freins moraux, si vous voulez. La droite n'était pas exceptionnelle, si vous voulez. Ce n'est pas, c'était pas la méga folie. Mais voilà, elle avait quand même beaucoup plus de mérite que cette gauche infâme qu'est l'anti-France. On ne peut pas critiquer mai 68 si on ne critique pas 1944. Impossible. Et d'ailleurs, il y a un lien. 1944, c'est un 1789 bis. 1944, c'est la restauration de la République des Lumières. Et ça, c'est un crime
capitale contre l'âme de la France, puisque c'est le piège à loup qui rabaisse la France depuis 200 ans, et De Gaulle l'a reconstitué, ce piège à loup. Mais ça mérite une émission. Je pense qu'on pourra en refaire de toute façon parce que vous tous vous me dites ouais c'était super intéressant. En tout cas merci Adrien, vraiment une émission. Y a pas de quoi. Une émission hyper intéressante. Je remercie Méta TV parce que sincèrement ce que j'ai dit là, à ma connaissance, ça n'a pas été dit depuis des décennies. Ouais, et il faut que la France comprenne ce qui s'est passé à cette époque-là et qu'elle n'a pas été cette saloperie que le système lui dit qu'elle est. La France vaut mieux que ce que le système dit d'elle. Et certains hommes diffamés par le système, le maréchal Pétain, le général Végan, l'amiral Offand et beaucoup d'autres, même Darlan quelque part. Même et l'amiral Darlan, tout à fait, ne sont pas ces saloperies qu'on nous dit qu'ils sont. C'était des patriotes. Ils ont fait ce qu'ils ont pu pour se battre pour la France, et je le dis, ils ont combattu le nazisme. Et je mets au défi n'importe quel contradicteur. Là tu vas faire pire que Zemmour, je pense. Qu'est-ce qu'il en a parlé 20 minutes, ça a fait un tremblement de terre. Je suis pas dans les mêmes cénacles que lui, c'est-à-dire que moi ici je peux parler librement, j'ai pas autour de moi un contexte. Ah oui, c'est vrai que nous on n'est pas en procès comme lui le parce pauvre que si demain j'allais chez Ruquier, je serais dans le cadre d'un guet-apens médiatique. Oui, ce serait terrible. Et puis voilà, on me mettrait des coups dans les tibias, enfin voilà quoi, ça serait bon. Vous allez réhabiliter le nazisme, c'est ça qui te dirait Émeric Pamon. Émeric Caron. En tout cas, merci. Nous, de toute façon, on te reverra. Je souhaite toutes mes condoléances. Je fais toutes mes condoléances au cerveau d'Émeric Caron. Émeric Caron, ouais, nous aussi. Ça lui fera plaisir. Et puis on passe le bonjour à Éric Zemmour. D'ailleurs, s'il regarde, sait-on jamais cette émission, il sera le bienvenu ici avec grand plaisir pour venir nous parler de son livre, parce qu'on a plein de questions à lui poser. En tout cas, merci beaucoup. Zemmour fait beaucoup de bien. Il fait beaucoup de bien. En tout cas, il ouvre les débats. Moi, je suis pas d'accord avec tout, mais je trouve qu'il ouvre les débats et puis il emmerde le système. On peut dire ce qu'on veut de lui, mais ah oui, quand on commence à traiter d'antisémite, je me dis oui, c'est vrai qu'il est fait chier. Là, il est fait chier vraiment. Quand t'as Tani et puis Marc Benamou qui commence à dire c'est un antisémite, bon. Ouais. C'est même pas sérieux. Ça commence à devenir inquiétant. Et en tout cas, merci à vous tous qui étaient connectés. Je sais, allez, en vrac, il y a Spotlive, GG, Victor Doomdoon, Elvor, un culte dissident. Un culte dissident, par contre, tu vas faire l'inscultive un peu. Speed Dealer, Justine Shep, Nasrallah Padragon, Jimmy, Razien, Paytac, Eleftheros, Moa, Veribadjok, Peck, etc., D'Artagnan, Autonomie, Axo, bien sûr, Libertad, etc. Merci beaucoup. Il y a Steph à la régie, bien sûr. Voilà, on fait une bise à Mika pour qu'il se rétablisse le plus rapidement possible. Et puis, bien sûr, voilà, on se retrouve demain avec Cro-Blanc. Voilà, donc ça va polémiquer aussi pas mal, je sens. Ouh là là, c'est des soirées polémiques cette semaine. Donc en tout cas, merci à tous, parce que vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao!